Bonjour et bienvenue dans le Kick Parade 94. Salut Swan. Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. Un Kick Parade qui a failli ne jamais exister puisque nous sommes tous les deux malades. Donc on s'est dit on va pas être absent 2 semaines de suite quand même, ça se fait pas. Mais bon, on a beau être matinaux, on a mot. Bon, on va vous faire le classement des 10 jeux de la semaine, plus les nouveautés, avec un petit kick parade. Hein. Les chiffres sont en baisse parce que on approche de Noël et que les gros trucs sont déjà passés. Par contre, on peut déjà vous dire que 2023 va commencer avec des gros trucs. Mais là, c'est la petite pause, on va dire. La trêve des confiseurs. La trêve des confiseurs, voilà, c'est ça que je cherchais, merci. 10e position, Alpha Clash, 306 444 €, 794 contributeurs. Il reste plus de 30 jours, donc il est là pour durer. Eh bien, c'est un jeu de cartes, tout simplement. Un jeu de cartes qui se passe, qui est de la science-fiction en fait, hein, avec des illustrations, ma foi, comment dire. Bon, moi je suis pas fan. Daté, ouais, un peu Ouais, daté, voilà, je c'est trouve. ça, daté. J'ai l'impression de voir un. Putain, j'avais un jeu de rôle dans les années 90. Comment ça s'appelait déjà? Il y avait les mêmes illustrations. Bref, donc c'est pas, ouais, c'est pas Jojo. Il y a énormément de jeux de cartes comme ça, hein. Ça, c'est des jeux de cartes à collectionner, hein. Donc normalement que vous trouvez dans des boosters. J'ai l'impression que ça s'adresse surtout à des boutiques, ce genre de campagne Kickstarter, moi. Bon, déjà, j'ai un peu du mal, on va dire, dans un système habituel, mais c'est vrai que sur Kickstarter, Bah ouais, ça n'a aucun je trouve sens. que... Et puis ça commence à se multiplier, quoi. Il y en a Vraiment. plein. Alors d'habitude, c'est un jeu dont on n'aurait jamais entendu parler, hein, s'il n'y Non. avait pas eu une semaine un peu plus vide, hein. C'est Ouais, pas un ouais, ouais. franc succès non plus. Non, 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 non. Non, non, de toute façon, oui, les chiffres sont plutôt petits cette semaine. Bon, voilà, il n'y a pas grand-chose à en dire, hein, très sincèrement. C'est des trucs qu'on a déjà vus 1000 fois, et l'univers a pas l'air très excitant. On passe au suivant. 9e place, c'est React, The Arts of War, qui vient de dépasser les 100 000 €. 942 contributeurs, il reste une grosse quinzaine de jours. Il était là la semaine dernière en nouveauté. Donc là, c'est du jeu d'affrontement pour, je crois que c'est 2 joueurs. Il y a du 1 vs 1. Non, c'est du 1 vs 1. Oui, bon, donc 2 joueurs. Le mec est con. Non, il est malade. Voilà, excusez-moi. Donc 1 vs 1. Donc là, on part du principe que nous sommes devant des espèces de mutants, en fait, hein, des artistes mutants. C'est-à-dire que vous avez des sculpteurs, des tatoueurs, des peintres qui ont tellement excellé dans leur art qu'ils ont développé des pouvoirs magiques. Et donc vous allez vous affronter avec ces personnages sur un plateau, et vous allez vous servir de votre art qui va générer des pouvoirs spéciaux. Donc je trouve que le concept est plutôt rigolo, je trouve que c'est original. Après, le look du jeu, bon, c'est c'est du manga, moi comme j'aime pas, quoi. Je suis pareil. Ouais. Pourtant, vous le Après, savez, hein, dans l'émission, c'est j'aime vraiment bien, une mais là, histoire de c'est vrai goût, hein, que... parce qu'il y en a qui aiment ça. Voilà, moi c'est pas mon truc. Et je sais pas comment s'il y a un nom pour ce style d'ailleurs de manga. Je sais pas comment le décrire en fait. Enfin, bon, vous voyez les images sur l'écran. Mais je suis pas très fan de ce genre de. Ouais, c'est du manga néo-romantique médiéval, je sais pas. En fait, le problème de ce genre de truc, ça fait un peu genre... ceux qui connaissent pas vraiment le manga, tu leur demandes à quoi ressemble le manga, ils imaginent ça tout de suite, en Bah c'est fait. ça. C'est soit Ouais. Dragon Ball, soit ça, et c'est vrai que... C'est un peu l'archétype. Ouais, alors qu'ils ont un univers qui est quand même bien marqué, il y a des idées qui sont cool, le système des cartes qui forment des paysages, le plateau de jeu, etc., il y a de bonnes idées, mais effectivement, ça manque un petit peu de... Enfin, voilà, après... Il y en a qui vont sûrement apprécier ce style-là, Ouais, hein, ouais, je mais... pense que là, c'est vraiment une histoire de goût, hein. Et en tout cas, bon, le jeu marchouille, hein, 100 000 € déjà. Vous avez des belles silhouettes en acrylique si vous prenez le pledge de luxe. Et là, il commence à être un peu cher, hein. 95 € pour un petit jeu d'affrontement. Ouais, faut vraiment tomber amoureux du truc, hein. 8e position, c'est Sol. Last Days of a Star. Alors c'est un jeu qui a 3 ans et qui s'offre un reprint, une réédition avec des nouveaux composants. Ils ont ajouté des inserts pour vos petits pions. Ils ont fait les choses bien. Bon, ils ont tout simplement créé une version de luxe, quoi. Dans Sol, vous êtes dans un avenir lointain. Les humains ont appris à générer de l'énergie via leur étoile. C'est notamment les fameux projets comme la sphère de Dyson, tu sais, où tu entoures une étoile et tu pompes son énergie. Sauf qu'à force de faire ça, on a tué le soleil, hein. On a été jusqu'à tuer le soleil. Et donc, il va falloir très vite s'échapper du système solaire
avant que ça se transforme en supernova, tout simplement. Et donc, votre but, c'est que vous avez construit un vaisseau mère, une espèce d'arche de Noé, et il va falloir pomper les dernières énergies du Soleil afin de vous propulser dans l'univers et essayer de trouver une nouvelle planète accueillante où on va pouvoir encore tout dégueulasser. Et donc voilà, donc c'est un jeu compétitif. Vous avez vos vaisseaux mères qui vont tourner autour du Soleil, donc il y a tout cet aspect, on va dire circulaire, hein, avec l'orbite, qu'on retrouve dans d'autres jeux aussi, et je trouve que c'est toujours intéressant comme fonctionnement. Et vous allez construire des structures pour prendre l'énergie du Soleil avant qu'il ne soit trop tard, hein. C'est une course, et il n'y aura qu'un seul gagnant. Il n'y aura qu'une seule arche qui va pouvoir s'en aller, et les autres, patatras, ils vont crever avec la supernova. Donc voilà, pourquoi pas. J'aime beaucoup les pions qui sont pas des figurines vraiment, mais je trouve que les pions ont vraiment des formes très originales. Donc ça a été repensé avec cette réédition. Ça donne un look au jeu assez bizarre, quoi. Donc on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas c'est assez original. Et le jeu, c'est vrai, ils ont pas loupé leur édition de luxe. Je trouve que le jeu en impose sur la table. Le travail accompli, il y a un vrai avant-après, hein. Ils font des comparaisons. Oui, oui, oui. Donc c'est plutôt sympa pour celles et ceux qui aiment bien le jeu de base. C'est vrai que c'est assez drôle parce que j'aime bien ce genre de jeu compétitif où tu te dis c'est la fin, mais on va quand même rester des enfoirés jusqu'au bout, quoi. C'est ça. C'est vraiment, il y a aucune leçon à tirer. Bon, je trouve que c'est une thématique qui est assez présente, hein, dans la SF de manière générale, mais ouais, je trouve que c'est un concept qui est assez rigolo, un peu éculé. Bon, effectivement, comme tu le disais, le jeu a 3 ans, on n'est pas non plus sur un système qui réinvente le jeu de plateau, c'est clair et net. 98 000 €, 1133 contributeurs, il reste une vingtaine de jours. Ensuite, on est à la 7e place, et là on change complètement d'univers, puisque c'est SAS Rogue Regiment. On est dans de l'escarmouche, enfin dans la mission d'infiltration. Les SAS, hein, c'est les fameuses unités d'élite britanniques qu'il y avait pendant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, est-ce que ça existe encore, les SAS ? C'est possible. Peut-être qu'il y a des gens informés qui nous le diront, mais bon, c'est vrai que c'est associé beaucoup à la Seconde Guerre mondiale, hein. C'est des soldats britanniques qui allaient sur le continent pour faire des missions spéciales contre les nazis, et qui travaillaient parfois avec la résistance française. Et donc là, c'est un jeu sur ce concept, un jeu de plateau où vous allez avoir alors il n'y a pas de figurines, ce sont que des pions, mais je trouve que c'est super bien fait. Le plateau est super coloré, très clair. Ça donne, on dirait presque un jeu vidéo, quoi. Il y a les petites tuiles pour faire les tanks, les bagnoles. Quand tu as un soldat de tuer, tu retournes le pion, donc il y a sa version couchée dans une mare de sang. Super. Et donc voilà, en tout cas, moi je trouve que c'est plutôt bien gaulé, donc ça marche sur scénario évidemment. Vous avez un bouquin avec des scénarios. Je crois que vous pouvez le faire en campagne ou faire les missions à part. Ouais, il y a tout un tas de tuiles pour faire les armes, les explosions. Enfin, moi, ça me plaît. Voilà, moi, ça me plaît d'avoir tout un tas de tuiles comme ça pour faire une espèce de terrain modulable avec des missions. Je trouve que c'est cool, quoi. Puis ça n'a pas l'air de durer trop longtemps, ça n'a pas l'air d'être trop prise de tête. Ça a l'air bien pensé. Je crois qu'ils avaient fait d'autres trucs comme ça. C'est World Forge Game qui a fait ça. Ouais, ils avaient fait d'autres trucs. Ils avaient fait D-Dice Day, par exemple. Ils avaient fait des trucs comme ça. Ouais, ils aiment bien faire des... Ils avaient fait une espèce de jeu à la Mad Max aussi qui s'appelait The Devil's Run Route 666. Donc ils aiment bien ce genre de jeu d'escarmouche tactique. C'est un peu leur spécialité, et ma foi, je trouve que, en tout cas, ça a l'air plutôt réussi. Ouais, je suis d'accord. Après, je trouve que j'ai un peu du mal à trouver comment le prix se justifie malgré tout, hein. Je trouve qu'on reste sur quelque chose, comme tu le disais, avec des petites figurines en carton. C'est pas quelque chose qui coûte extrêmement cher à produire. Je trouve que voilà, la boîte de base, elle est à 45 livres, mais on sait très bien on va prendre la version avec l'avion, le machin, etc. Ah oui. Donc, on arrive très vite à 65 voire 100 livres. Ouais. Je trouve que pour un jeu justement où ils ont fait vraiment attention à leurs composants, je trouve ça un peu dommage en fait que ça ne se répercute pas sur le prix. Et la VF en plus, ça a été, voilà, avec une couverture exclusive. Yeah. Voilà, vous n'aurez pas la même boîte, les Français, Cocorico, vous avez votre boîte à vous. Vive la France. Allez, 6e place, c'est Henchmania
sbires. On en avait parlé parce qu'on avait parlé dans les nouveautés il y a 2-3 semaines et ils avaient annulé genre 2 jours après l'émission. Parce que je pense qu'ils avaient foiré leur début de campagne et ils ont réagi vite. Là c'est presque fini, hein, il reste 3 jours donc le temps que vous écoutiez cette émission ça sera peut-être fini. Donc là vous êtes des conseillers du roi et vous allez essayer d'avoir le plus d'influence sur le monarque. Donc, vous allez placer vos sbires sur des quartiers de la ville. Hein. La ville est séparée en plusieurs quartiers. Chaque quartier correspond à un paquet de cartes. Et donc vous allez piocher les cartes correspondantes au quartier. Évidemment, ces cartes ont différents pouvoirs. Donc c'est à vous de gérer où est-ce que vous voulez aller prendre des cartes. Et après, vous jouez votre main de cartes. Et tout cela pour devenir le calife à la place du calife. Hein. C'est un peu l'objectif, avec tout ça avec un look très cartoon. C'est un jeu qui était déjà sorti, hein, je crois que même il y avait eu une extension. Donc là, il rajoute des trucs, c'est une réédition, il rajoute des cartes, vous avez des animaux familiers, avec un magnifique chat qui monte son trou de balle, d'ailleurs, sur une carte. Je trouve ça très rigolo. Vous avez d'autres petites mécaniques qu'ils ont ajoutées, donc voilà, c'est un jeu qui tourne bien. Il en est à 66 000 €, 1398 contributeurs, c'est quasiment la fin. Ils se sont financés, mais pas non plus un triomphe, mais enfin bon. Le jeu est financé. Oui, sachant qu'en plus, comme tu disais tout à l'heure, avec un mauvais départ, ça peut être qui tout double. Hein. Ouais. Soit les backers, ils sont ultra réactifs et ils prennent ça de manière extrêmement positive, que le jeu soit capable de tout de suite de se réinventer. Et des fois, on l'a vu, ça arrive régulièrement, ça crée quand même de l'inquiétude. Et par conséquent, les gens lâchent le jeu, quoi. Et ça, c'est un peu dommage. Bon, là, visiblement, ça a quand même bien fonctionné. Après, on le rappelle encore une fois, on est sur une petite semaine, c'est pas non plus un énorme score. Mais 1398 contributeurs, c'est quand même plutôt honorable, donc bravo. 5e place, c'est The Cursed Throne. Ça, c'est une entrée, enfin, si on peut dire, parce qu'il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière. Donc là, pareil, jeu d'affrontement. Alors là, ça va te plaire. Hein. Ça se passe dans un Japon mystique. Ouais, bon. Alors, le but, c'est de placer des... comment on appelle ça? Des yokai. Hein? C'est des yokai. Ah, des yokai, pardon. Ouais, des yokai pour construire des torii. Voilà, c'est ça. Bravo. Je m'apprends. Je me culture. Ouais, c'est très beau. Donc ce sont des petits esprits, hein, c'est ça que j'ai compris. Et vous allez construire des monuments à leur gloire. Le jeu se divise en tuiles avec des îles. Il est question également d'éléments, vous avez le feu, la terre, tout ça reprend le folklore japonais finalement. Et prendre des points de victoire, il faut en placer le plus possible. Vous avez des combos à faire avec vos yokai. Et voilà, donc petit jeu, alors surtout meeple en bois. Le mec avait fait, on l'avait chroniqué d'ailleurs, il avait fait Keep the Heroes Out. Je sais pas si tu te rappelles de ça, c'était une espèce de dungeon crawler. Pareil avec des meeples en bois, très cartoon. Et donc voilà, donc il a repris un peu cette idée, cette ambiance et il l'a appliqué au Japon médiéval fantastique. Après, voilà, on apprécie ou pas l'aspect cartoon du truc. Bon, après, au moins, c'est original, hein, il tente quelque chose. Après, je trouve ça un petit peu léger. Voilà, je trouve que c'est pas vilain, hein, c'est pas un mauvais jeu. C'est un petit jeu, mais oui, ça manque peut-être d'une valeur ajoutée, parce que cette version un peu cartoonesque, c'est pas non plus quelque chose d'extrêmement innovant. Ouais. Au niveau des mécaniques, non plus, hein, on est vraiment sur du placement, on est sur un jeu, somme toute, assez simple. Après, voilà, on sent quand même un véritable amour pour le pays du soleil levant, et je pense qu'ils essaient vraiment de s'inspirer des yokai les plus connus, et je trouve que ça, c'est plutôt sympa. Après, effectivement, bon, on reste quand même sur un jeu qui est un peu cher, une fois de plus, pour le contenu qu'ils proposent. Ah oui. 97 000 €, 1431 contributeurs, et il reste une petite dizaine de jours. Alors, on va passer à la 4e place, c'est Shake That City, donc c'est un city builder, et alors là, moi je suis un amoureux des city builders. D'ailleurs, la preuve c'est qu'il n'existe qu'un city builder pour moi, c'est SimCity 4. Voilà, les city builders me comprendront. Et donc j'ai toujours eu beaucoup de mal avec les city builders en jeu de plateau, parce que on revient toujours à des formes carrées. On peut pas retranscrire la complexité d'une ville sur un jeu de plateau. C'est toujours simplifié, donc frustrant. Et là, ça n'échappe pas à la règle, quoi. Il en est à 44 000 €, 1751 contributeurs, et c'est sa dernière semaine. Donc là, ils essayent de te vendre le truc parce qu'ils ont fait une espèce de petite boîte innovante où tu vas mettre des cubes dedans, tu vas enlever une languette et tu vas avoir des cubes qui vont apparaître. Et du coup tu vas
pouvoir choisir des cubes de certaines couleurs qui correspondent aux bâtiments que tu peux prendre et mettre dans ta ville. Et donc voilà, c'est un jeu de gestion de cubes en fait. Il va falloir choisir les bons cubes pour mettre les bons bâtiments qui vont débloquer des points de victoire. Ça m'excite pas. Ça m'excite pas Non, du et tout. puis même graphiquement, enfin, c'est très simple, mais effectivement, on ressent pas le côté vraiment évolution de la construction en fait. Je vois ce que tu veux dire avec ces petites tuiles carrées. En fait, t'as plus l'impression de faire un puzzle que de faire Bah c'est ça. de vraiment créer une ville avec un réseau de routes, etc. Sachant que c'est quand même des mécaniques qu'on retrouve assez régulièrement dans le jeu de plateau. Par contre, ce qui est assez étonnant, c'est de voir qui est derrière le projet, parce que c'est quand même pas une petite boîte, hein, c'est pas n'importe qui, c'est la boîte qui est derrière Thunderstone's Quest, qui dernièrement avait brillé avec Dead Reckoning. Donc on est quand même sur enfin, une boîte qui est plus habituée à des gros jeux. Donc c'était assez drôle de les voir revenir pour ce type de projet. Et un jeu qui, pour le coup, n'est pas cher. Avant de passer aux 3 premiers, on va passer aux nouveautés. Un petit peu de nouveautés quand même cette semaine. On va commencer sur GameFound avec un jeu sur le réchauffement climatique qui s'appelle One Earth, The Board Game. Second Edition, donc c'est un jeu qui existait déjà. Vous allez essayer de faire passer votre société d'une transition, enfin d'adapter votre société à une transition écologique. Essayez quand même de faire prospérer votre civilisation malgré le fait qu'il va falloir se passer d'énergie fossile, etc. On en avait vu un jeu, alors je me souviens plus du nom, mais c'était à un certain temps, c'était peut-être 2 ans, un truc qui avait l'air monstrueux où justement tu devais adapter la société à la transition écologique et ça crée du chômage, etc. Ça avait l'air chambé, je me souviens plus du nom si quelqu'un l'a, mais ça a l'air d'être un peu la version simplifiée de ça, quoi. C'est ça qui m'embête un peu, ça a l'air un peu C'est la version simplé, light. quoi. Ouais. Donc bon, moi ça m'excite pas beaucoup. Il en est à 8 000 €, 115, bon, voilà, 115 contributeurs, mais il reste 30 jours. Mais bon, je pense que Oui, il va pas aller beaucoup plus loin que ça. mais bon, c'est vrai que c'est un peu dommage de voir le sujet aussi simplifié, alors que tu sens qu'il y a quand même cette volonté de montrer quelque chose tout en nuances. Mais c'est vrai que c'est le projet est louable, mais malheureusement la nuance n'est pas suffisamment marquée, je trouve. Autre nouveauté, alors cette fois sur Kickstarter, c'est Articles of War Privateer. Alors là, c'est du jeu d'affrontement, il y en a pas mal cette semaine, des jeux d'affrontement. C'est de la bataille navale, de la bonne vieille bataille navale. Petit plateau, vous allez avoir vos galions, donc au début vous en avez 2, chacun dans votre coin. Vous avez des galions neutres au centre, qu'il va falloir soit détruire, soit capturer. Vous allez gagner de la thune, vous pouvez générer un nouveau bateau, donc je crois qu'au maximum vous pouvez avoir 3 galions par faction. Et puis vous allez vous foutre sur la tronche, voilà. Vous avez du terrain à mettre aléatoirement, donc des petites tuiles d'îles, vous avez du corail, vous avez du volcan, donc tout cela va influencer sur les lignes de vue, sur le déplacement. Donc voilà, je trouve ça plutôt rigolo, bien foutu, efficace. Tout ça pour 38 €. Bon, voilà, donc petit jeu d'affrontement, de bataille navale, ce qui me permet d'enchaîner avec le suivant, qui est Fjord Serpents Viking at War, qui est un gros jeu de bataille navale, qui est un jeu de figurines là carrément, on n'est plus dans le jeu de plateau, c'est un jeu de figurines d'affrontement entre vikings sur la mer, tu vois, c'est vraiment la niche de la niche de la niche, et je trouve ça chambé parce que ultra original, parce que autant des jeux de figurines, il y en a plein d'affrontements, même des jeux sur la mer, des jeux de figurines comme ça, il y en a pas mal. Mais alors là, je n'avais jamais vu un truc pareil, puisque vous allez avoir vos dracars. Déjà, vous pouvez moduler vos dracars. Vous pouvez en prendre des plus ou moins petits, donc les plus petits seront plus rapides, les plus gros seront plus résistants. Et à l'intérieur, vous pouvez mettre des petits racks de toutes petites figurines. Alors je sais même pas de combien de millimètres c'est, mais c'est vraiment tout petit, quoi. Je pense même pas que ce soit du 15 mm. Et ben, selon les unités que vous mettez dans vos dracars, et ben, vous allez avoir des capacités différentes. Donc vous avez des archers, vous avez des mecs qui vont aborder, et voilà, et vous mettez tous vos petites figurines dans les dracars. C'est super rigolo. Alors il y a des photos quand tout est peint, c'est super beau, c'est super mimi. Voilà, et je trouve que ça très original. J'avais jamais vu ça, donc je voulais en parler. Donc là, c'est vraiment pour les fans de jeux de figurines, quoi. Ou les fans de Vikings, je ne sais pas, ou les deux. Je trouve que c'est hyper intéressant, quoi. Bon, après, c'est un jeu qui coûte, bon, c'est normal, les jeux de figurines, ça coûte toujours un peu cher. Donc c'est du 100 € minimum. Mais je trouve que voilà, c'est quelque chose que j'avais pas encore vu. Bon, il traînasse un peu, 77 contributeurs, mais c'est pareil, il reste 26 jours, donc why not? Il va peut-être pouvoir s'en sortir.
Tu voulais dire quelque chose? Oui, parce que j'avais une petite nouveauté, si jamais. Alors peut-être Ah! que c'est la même. Mais alors tu me diras, tu m'arrêtes si c'est la même. Moi j'ai Air Postal. Ah bah, oui, oui, Euh, il y a tout à fait AirPostal, ouais. voilà, bon, après effectivement, il est sorti un petit peu. Voilà, comme la semaine dernière, on n'était pas présent, du coup, Ouais. on se rattrape un petit peu. Donc Air Postal, voilà, vous allez devoir faire des compétitions de vol dans les années 20. C'est marrant parce que c'est un éditeur qui est assez habitué à ça, parce que Ouais, c'est les mecs qui avaient fait The Great Race tout à 1 fait. et 2. Donc on sent, moi pour avoir pledgé le premier, on sent que le mec c'est un vrai passionné de mécanique et C'est sur toutes ça. ces époques-là, avec ce Mmh côté mh. aventurier, etc. Donc le jeu est plutôt sympa. Par contre, il a une habitude, c'est assez fou. Il lance son projet, il l'annule au bout de quelques jours et il le relance. Et si vous regardez dans L'historique? l'historique de ce mec-là, et ben tu vois, ils ont sorti The Great Race, ils l'ont annulé puis ils l'ont ressorti et ça a fonctionné. Le The Great Race 2, c'est pareil, et celui-ci effectivement, il avait sorti fin novembre, mais ça n'avait pas eu le succès escompté. Et je pense qu'ils ont bien fait d'attendre une période un peu plus soft au niveau des jeux, parce que effectivement, il y avait quand même des gros mastodontes au mois de novembre, donc c'était difficile. Après, c'est pas un franc succès, on est quand même à 312 contributeurs, il reste 11 jours avant la fin. Encore une fois, The Great Race, c'est sympa, mais je pense que c'est peut-être le fait que les jeux soient aussi rapprochés qui refroidit peut-être l'ambiance. En tout cas, on sent que c'est un vrai travail de passionné, et ça, on doit au moins lui reconnaître. Ouais, puis The Great Race, c'était très sympa comme jeu. Ouais, j'aime bien aussi. Et en parlant de mécanique, tiens, pour finir, un jeu de Formule 1, pole position, The Ultimate Racing Game. Alors Ultimate, je sais pas, parce que je trouve vraiment pas ça très joli, mais bon, c'est vraiment criard, quoi. Donc voilà, jeu de Formule 1 avec du dé, petite figurine, enfin petit pion, avec des pilotes. Ouais, c'est très 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 criard, hein. Je pense qu'il faut mettre des lunettes de soleil pour jouer au jeu. Voilà, bon, rien d'exceptionnel. Bon, on a déjà, comment ça s'appelle, Rallyman GT, hein, qui est en boutique, qui est cool d'ailleurs, un bon jeu. Il y a Hit qui vient de sortir en boutique, donc on manque pas de jeux de course de bagnole, hein. Donc est-ce que ça sert à quelque chose de pledger ça, surtout qu'il n'y a pas de VF. Bon, il est déjà financé, après objectif de 20 000, ouais, ils sont optimistes sur leur coût de production, c'est bien. 255 contributeurs pour produire un jeu comme ça, je suis pas sûr. Il reste 26 jours avant la fin de la campagne. Voilà, on a fait le tour des petites nouveautés. Voilà, comme on a dit, c'est une semaine assez light, hein, sur les sites à financement participatif. Eh bien, on enchaîne avec les 3 premiers de Kick Parade, avec en 3e position Empire's Hand. 94 000 euros, 2246 contributeurs. Il reste quelques jours avant la fin de la campagne. C'était une campagne très courte avec une VF. Donc dans Empire's End, vous allez incarner une civilisation, ou plutôt une cité, plus exactement, qui va être confrontée à des cataclysmes. Donc on est un peu sur la dernière ligne droite d'une civilisation en train de mourir finalement, et il va falloir essayer de tenir le coup devant toutes ces calamités. Donc c'est un jeu de civilisation tout simplement, sauf que en plus vous avez toute la gestion de ces calamités, donc qui fait on va dire le fuel, hein, du jeu, et ça va vous détruire des bâtiments que vous avez construits le tour d'avant, ça va vous bousiller vos récoltes, ça va, en tout cas, ça va vous donner plein d'handicaps et de challenges à chaque tour. Il va falloir remonter la tête et se battre pour survivre. Donc voilà, je trouve toujours ce genre de concept intéressant. On en avait vu un il y a 2 semaines avec les civilisations mayas, c'est un peu sur la même thématique. Moi je trouve que c'est intéressant. Alors c'est peut-être des jeux qui racontent quelque chose sur notre époque, sûrement d'ailleurs. Mais voilà, donc le jeu est pas très cher, hein. C'est pas un jeu pléthorique, hein, pour les jeux de civilisation, ça reste totalement raisonnable. Le jeu à 34 euros, VF, je crois que la TVA est payé par l'éditeur, donc c'est plutôt un bon plan en fait. C'est localisé par Lucky Dog Game, donc je pense que ça sortira en boutique. Après, est-ce qu'il y aura toutes les petites friandises qu'il y a sur Kickstarter dans la boîte en boutique, voilà, à vous de voir. Bon, après, Lucky Duck, ils seront pas à leur coup d'essai, hein, avec cet éditeur-là, puisqu'ils avaient fait Call to Adventure et Overlord, hein, auparavant. Donc voilà, on sent que c'est un soutien de longue date. Effectivement, le jeu, il est sympa, cette espèce de course face à l'inévitable, c'est bien vu. C'est bien vu, parce que souvent, on est dans une espèce de course à la construction, hein, dans les jeux de civilisation, à la conquête, etc. Bah, Et là, c'est marrant c'est juste parce que... Ouais, pardon, excuse-moi. non, je t'en prie, on sait Non, juste que là, ouais. effectivement, il y a un côté, faut éviter de sombrer, quoi. Et je trouve que c'est plutôt bienvenu comme mécanique. Et je trouve que c'est vraiment parallèle un petit peu avec notre époque, parce qu'on prend enfin conscience qu'on ne peut pas avoir comment dire, une progression de l'économie illimitée
dans un monde avec des richesses naturelles limitées. Et c'est quand même très. Ça fait pas si longtemps qu'on s'en rend compte, tu vois, nous en tant que citoyens, politiques, etc. Il y en a qui s'en sont rendus compte avant, mais qui ont bien fermé leur clapet. Et donc, ça se ressent, ça commence à se ressentir dans les jeux de civilisation, cette nouvelle notion, cette notion moderne. Donc, c'est intéressant, c'est intéressant. Après, à voir si le jeu en lui-même marche bien, mais en tout cas, au niveau du concept, je trouve que c'est très moderne. Allez, deuxième place, c'est Pest, en parlant de cataclysme. C'est ça. 137 000 euros, 2306 contributeurs, c'est la dernière semaine de Pest, qui avait commencé très moyennement, et puis finalement il s'est accroché, et il décroche la deuxième place de ce classement, de ce petit classement, hein, cette petite semaine. Il y a une VF, c'est la nouveauté, je crois qu'ils ont débloqué aussi un mode solo, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Voilà, et vous avez le jeu sur Tabletopia pour le tester. Alors là, et donc ils ont pas chômé quand même, hein. C'est vrai qu'après un lancement aussi timide, je trouve que pareil, on est sur une réactivité qui est quand même plutôt la bienvenue. Et je pense que, bon, ça reste quand même un bon succès, hein, pour ce genre de jeu. Ouais, après, il faut faire attention aux compromis qu'ils ont fait, hein, parce que monter peut-être un solo de dernière minute, offrir des figurines gratuitement alors qu'elles étaient censées être payantes, etc. On en connaît pour qui ça n'a pas bien fini ce genre d'histoire. Ouais. D'ailleurs, on parlera à la fin, on va vous donner des petites news de Mythic Game, hein, parce qu'il y a eu du nouveau. On vous dit ça après le number one. Number one, justement. Numéro 1 de la semaine. Alors ça, je suis totalement surpris, mais enfin bon, voilà. C'est ça, les semaines où il n'y a pas de gros mastodontes, c'est que des fois, tu as des trucs un peu what the fuck qui arrivent dans les 3 premiers. C'est Mycelium Mushling Game. Donc c'est un jeu de gestion de champignons, mes amis. Voilà, oui, si, ça existe, ils l'ont fait. 128 000 euros, 2351 contributeurs, 10 jours avant la fin de la campagne. Mais ceci dit, ça a l'air vraiment cool. En fait, vous incarnez des factions de champignons qui allaient vous développer dans la forêt. En fait, parmi vos buts, hein, c'est de développer votre mycorhisation. C'est ce que c'est la mycorhisation, c'est toutes les racines des champignons, parce que c'est ça qui est extraordinaire avec les champignons, c'est que ça forme une espèce de symbiose avec les plantes que ça entoure, sous terre. C'est un champignon sous terre et vachement plus grand en fait, quoi. Et donc il joue là-dessus et je trouve que c'est une super belle idée. Et donc du coup, voilà, t'as des factions de champignons avec chacun leur pouvoir, ça se joue avec des cartes. C'est plutôt joli, je trouve, c'est fait avec beaucoup de goût. Et c'est un jeu de civilisation de champignons en fait. Non, c'est super bien vu. Ouais, il y a juste effectivement le plateau qui peut paraître un peu austère à première vue, mais voilà, c'est un plateau qui va t'amener à évoluer en fonction de comment vous allez gérer votre partie. Il y a un petit système d'affrontement aussi avec un deck de cartes, etc. Donc non, c'est un jeu qui, sous son couvert un peu mignon et loufoque, a l'air de proposer quand même un gameplay assez profond. Ouais. Et donc voilà, donc c'est le première place sur Kickparade cette semaine, donc bravo à Mycelium. Et je crois en plus que c'est un premier projet, donc doublement bravo. Avant de nous quitter, donc on voulait juste parler un peu de Mythic Game parce que tout simplement il y a des gens qui ont mis beaucoup d'argent dans les jeux de Mythic Game, donc c'est important qu'on en parle, hein, puisqu'on parle des jeux des plateformes à financement participatif, et donc Mythic Game était quand même l'un des symboles, hein, de Kickstarter notamment. Moi-même, hein, je suis pledger de Hell. J'ai mis 180 € dans Hell. Et je ne suis pas sûr que je vais un jour voir mon jeu. Alors, on a eu plusieurs news. Alors, la première, c'est que Monolith, donc l'éditeur de Conan notamment, a repris les licences Solomon Kane et Rage Buster. Donc, ils ont dû racheter ces licences à Mythic Game. Je pense qu'il y a aussi une affaire d'amitié parce qu'ils avaient bossé tout au début ensemble pour faire Mythic Battle Panthéon, et donc je pense que c'est aussi pour rendre service à Mythic Game enfin voilà, bon, je ne connais pas les dessous d'histoire, mais enfin il y a quand même une amitié entre les deux, et que Mythic Game est quand même à l'agonie en ce moment, et que il récupère une licence et en même temps il donne des sous à Mythic Game, j'imagine, donc ça fait un peu d'oxygène. Donc Mythic Game est en très mauvaise posture, hein, parce que toi aussi tu as eu une news ce matin, carrément un message de Mythic Game. Ouais, ils ont fait une communication, hein, sur leurs réseaux sociaux pour parler un petit peu de la situation. Ils sortent un peu leur mutisme. Alors on parlait il y a 2 semaines d'une communication, mais qui avait été faite uniquement sur la page de Elle, donc du coup qui touchait que les personnes qui avaient été dans ce groupe un peu privé. Là ils ont fait une communication officielle avec une version anglaise et une version française, avec un peu les stratégies sur l'année 2023. Donc ils orientent cette stratégie autour de
3 grandes décisions. Donc, rationalisation du portefeuille des marques. Donc, techniquement, ça veut juste dire se limiter sur la sortie de nouveaux projets, essayer d'abord de finaliser ce qui est déjà en cours, etc. Ce qu'ils auraient dû faire dès le début. C'est ça. Réorganisation des équipes. Alors, il le formule très très bien, mais techniquement, ça veut dire qu'il se sépare d'une partie des équipes historiques de ça, la c'est société. triste. C'est quelque chose qu'on sentait venir et on souhaite. Après, vu le talent des mecs qui ont bossé chez Mythic, je suis sûr que Ils vont retrouver des postes. du travail, mais bon, ça fait jamais plaisir de voir ce genre d'informations. Et puis ensuite, il parle de digitalisation de l'entreprise. Donc ça veut juste dire que les bâtiments qu'ils occupaient, en fait, ils les ont rendus et vidés. Donc du coup, ils vont passer sur un système de Plus de bureaux, financier qui repose sur sans bureau. Ce que je trouve un petit peu dommage avec cette communication, c'est que ils finissent par parler de transparence, de nouveautés, etc. Et je trouve que c'est quand même beaucoup de novlangue pour finalement parler d'une situation qui est pas si joyeuse que ça. Je comprends qu'on veuille rassurer les backers, mais connaissant Mythic Game et qui ont aussi leur lot de fanatiques qui les défendent de corps et âme, je pense qu'un petit peu plus de clarté sur ces informations, parce que moi je sais décrypter ce genre de choses, mais c'est pas forcément à la portée de tout le monde, et c'est vrai qu'on est sur un message qui semble extrêmement positif, tourné vers l'avenir, etc., alors qu'on parle quand même de licenciement de salariés, ou en tout cas de restructuration des équipes, et de la fermeture de sites emblématiques de la société, ce qui ne sont pas des bonnes nouvelles en fait. Non. Et sachant que Mythic Game derrière, faut pas oublier qu'il y a quand même un partenariat avec Ubisoft. Ubisoft, c'est pas des rigolos, hein. Ils ont quand même vendu une franchise, donc il y a encore beaucoup de zones assez floues, même si effectivement ils tentent de rassurer en expliquant que les livraisons vont arriver, etc. Mais ça fait quand même 3 ans qu'ils nous assurent que tout va bien, que les livraisons vont arriver, donc c'est un peu difficile de leur donner le bon Dieu sans confession. En tout cas, je souhaite que ces projets soient menés à bien, qu'ils se ressaisissent et qu'ils puissent à l'avenir proposer de nouveaux projets. Personne ne souhaite du malheur d'une entreprise, mais c'est vrai que je pense aussi qu'en tant que backers, il faut savoir aussi ouvrir les yeux sur la réalité, et là c'est une réalité autour de Mythic Game qui n'est pas joyeuse, et que c'est pas en les défendant et en défendant le système coûte que coûte qu'en fait on améliorera la situation. Alors pas d'attaque envers Mythic Game, il n'y a pas bien de évidemment. Mythic Game bashing. Voilà. On les qu'il y a ça soutient aussi. évidemment, mais voilà, il y a des conséquences sur les salariés et on peut pas non plus faire comme si c'était rien en fait. Ouais. En tout cas, ils indiquent que le prochain jeu qui sera livré, si prochain jeu il y aura, ça sera Six Siege. Je suis assez étonné parce que je pensais que c'était Hell qui était le plus avancé, puisqu'il a quand même été débuté 2 ans avant. Il y a Darkland avant Six Siege, qui est en finalisation de livraison. Apparemment, ils ont un peu commencé. C'est vrai qu'il y a Darkland, j'avais oublié, quoi. Mais voilà. Et après Six Siege et Rise of the Necromancer, livraison en 2023, mais ça reste assez flou. Ouais. Bon, autant dire que moi, mon pledge de Hell, je pense que ça va être mort. Donc voilà, c'est triste parce qu'en plus c'était une belle société de jeux de jeux français, quoi. Ils vont peut-être arriver à sortir la tête de l'eau, on leur souhaite en tout cas, mais on leur souhaite aussi de revoir leur gestion et leur système, parce que ils sont un peu foutus dedans tout seuls, hein. C'est la faute de personne d'autre, hein. Voilà, bon, eh bien, on a fait le tour de ce classement et des nouveautés et des news. N'hésitez pas à commenter les jeux de cette semaine. Qu'est-ce que vous avez pledgé chez Mythic, vous? Haha, les questions douloureuses tout de suite. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire, en restant évidemment correct? Qu'est-ce que vous pensez de ce fonctionnement? Est-ce qu'on a changé de fonctionnement sur Kickstarter? Est-ce que Mythic Game n'est pas une victime indirecte du tournant qui s'est fait sur Kickstarter après le Covid et l'explosion des prix des containers qui est redevenue à la normale maintenant, mais enfin bon, est-ce que il y a tout un tas de questions assez passionnantes autour de ce sujet. Merci Swan. Merci Erwan. Et puis oui, on voulait juste vous dire aussi, donc la semaine prochaine on fera un petit Geek Parade normal, et entre Noël et Nouvel An on partirait peut-être sur un format comme on avait fait l'année dernière, sur les projets qu'on attend sur l'année 2023, parce que comme le dit Erwan, il y a quand même du très très lourd qui arrive. Et puis potentiellement, si vous avez des questions sur l'émission ou sur nous, on prendra peut-être le temps d'y répondre par le biais d'une petite FAQ. Donc si ça vous intéresse et que vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on prendra le temps d'y répondre. On va faire un mix. Dites-nous ce que vous attendez en 2023, nous on vous dira un peu ce qu'il y aura. Et puis si vous avez des questions ou des suggestions pour l'émission, on en parle. On va essayer de faire de l'interaction. C'est vrai que c'est pas trop notre spécialité, hein, sinon on ferait l'émission sur Twitch.
Mais, en tout cas, de temps en temps, c'est cool de le faire. Voilà, puis c'est Merci. pour vous récompenser de cette fidélité sur toute cette année, hein. Je veux dire, la chaîne, elle a quand même bien évolué, hein, entre le Ouais, début de l'année carrément. 2022 et aujourd'hui, donc ça c'est grâce à vous, donc merci beaucoup. C'est vrai, un grand merci pour votre fidélité. N'oubliez pas les pouces bleus, c'est important pour la chaîne et l'émission. Et on se retrouve la semaine pro. Salut! Salut!